Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Place Publique. Nous nous trouvons aujourd'hui à la Maison de la Rivière à Tolochna. Je suis accompagnée de Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière. Jean-François Rubin, bonjour. Bonjour. C'est quoi exactement la Maison de la Rivière? Alors la Maison de la Rivière, c'est une fondation tout d'abord qui gère un bâtiment. Le bâtiment se trouve au bord du Boiron de Morges, à Tolochna, à 2 pas de l'embouchure sur le Léman. Et puis c'est une fondation qui a 3 missions. La première étant de faire de l'éducation à l'environnement. On va notamment accueillir des enfants. Alors depuis, on vient d'ouvrir la Maison de la Rivière, mais ça fait déjà un certain temps qu'on travaille sur le site. Et on a accueilli bientôt près de 8000 enfants déjà qui font des courses d'école ou toutes sortes d'activités liées à ça. Mais justement, les enfants viennent pour voir quoi exactement? Alors il y a beaucoup de choses à voir. On va notamment, d'abord on va voir un environnement parce qu'on est à un endroit magnifique. On va voir une forêt, une rivière et toutes sortes de choses. Et puis on a une exposition à l'intérieur. Et cette exposition est justement le fruit de la deuxième mission de la Maison de la Rivière, qui est la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la région. Comment vous faites pour valoriser ce patrimoine? 2 patrimoines qui sont essentiels, qui sont interconnectés. On a eu la chance de bénéficier du travail d'une jeune archéologue l'année dernière qui nous a trouvé un nombre considérable d'objets qui ont été trouvés dans la région et qui nous permettent de retracer toute l'histoire de la région. Ce qui est intéressant, c'est que très tôt, cette nature était magnifique. Il y a eu des hommes qui sont venus au bord de la rivière, au bord du lac, et puis qui ont interagi avec cette nature. Et alors on va retrouver toutes sortes de restes ou d'éléments qui appartiennent à ces gens qu'on va pouvoir montrer. Donnez-nous des exemples. Alors, par exemple, bien avant l'arrivée des hommes, il y a eu les glaciations. On a retrouvé, par exemple, une défense de mammouth ici dans la région. On a retrouvé également les restes des pilotis, des gens qui habitaient ici à l'âge du bronze et toutes sortes de choses. Et tout ça a façonné la nature et l'a modifiée. Mais je crois même que les baleines et les dauphins sont originaires d'ici. Oh, c'est beaucoup dire, mais on a effectivement la chance d'avoir un fossile tout à fait particulier d'un mammifère qui date d'il y a plusieurs dizaines de millions d'années, qui a eu la saugrenue idée, ou dont les enfants ont eu la saugrenue idée de retourner dans l'eau et qui ont donné les futures baleines et les dauphins. Si on en reste justement du côté musée, donc il y a différents éléments qui peuvent être admirés, qui datent de milliers d'années. De tout âge, oui. Et vous avez aussi un mur interactif, je crois. Alors on a un mur interactif parce que ce qu'on souhaite faire dans cette maison, c'est montrer aussi que, certes, à un certain temps, la nature était comme ça, elle a évolué, elle a été modifiée, mais enfin, c'est pas un Éden perdu, c'est des éléments qu'on peut essayer de restaurer ou de conserver. Et plutôt que de présenter ça sous la forme de panneaux didactiques, on a choisi effectivement de présenter ça grâce à un mur interactif, une sorte de iPad géant qui a été mis en place par une start-up issue de l'école d'ingénieurs de Genève, de EPIA, de la HESSO, et qui va nous permettre, grâce à différentes manipulations, d'observer tout ce comment on peut restaurer ou valoriser ou reconstituer des milieux naturels intéressants de ce point de vue-là. Monsieur Rubin, vous nous avez parlé de la fondation. Maintenant, il me semble que durant de nombreuses années, vous avez vogué sous les eaux du Léman avec Jacques Picard. J'ai eu beaucoup de chance, effectivement, de faire une thèse à l'université de Lausanne sur les ombles chevaliers. Alors, les ombles chevaliers, c'est des poissons étranges qui ont une habitude curieuse, c'est de se reproduire à plus de 100 mètres de profondeur, ce qui posait certains problèmes pour pouvoir les observer. Et j'ai eu la chance de plonger avec le sous-marin FA Forel de Jacques Picard. C'était une vraie chance de découvrir cet homme. Et puis, au cours du temps, on a plongé beaucoup de fois ensemble. On est devenus amis. Et Jacques a décidé à la fin de sa vie de me confier ce sous-marin comme une icône de la recherche scientifique, puisqu'en fait, c'est le 3e volet important de la Maison de la Rivière. C'est la recherche scientifique
qu'on fait ici ou qu'on permet de faire, puisque tant l'Université de Lausanne que la HESSO de Genève ont la possibilité d'envoyer des étudiants, des chercheurs, des professeurs ici pour faire des études in situ, comme un laboratoire décentralisé, un laboratoire de terrain, où on va faire toutes sortes d'expériences liées à la nature, liées aux plantes, liées aux animaux, au réchauffement climatique et autres. Monsieur Rubin, par rapport aux forelles, est-ce qu'on peut dire que c'est l'étincelle qui a fait naître l'idée de ce projet? On peut le dire en partie parce que le fait de côtoyer quelqu'un comme Jacques Picard et de voir tout ce qu'il a fait avec relativement peu de moyens, mais avec une volonté extraordinaire et une passion dévorante, nous a donné l'idée, modestement, d'essayer de te faire la même chose et aussi de pouvoir perpétuer ce travail et de continuer à faire de la recherche scientifique de qualité et à permettre à des générations futures de le faire. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement fiers d'accueillir le sous-marin en eau mûre comme une icône de toute la recherche qu'on peut faire tant sur les lacs avec le sous-marin ou sur les rivières, alors sans sous-marin bien entendu, mais en utilisant aussi d'autres techniques. Et depuis la naissance de cette idée, combien de temps est-ce que ça a pris pour que cet endroit voie le jour? Alors c'est très long. Cette maison à l'origine était une poudrière dans les années 1800-1820. Elle a été construite pour y entreposer de la poudre. Ensuite c'est devenu un arsenal, puis un dépôt du musée militaire vaudois où on allait trouver à l'intérieur tous les canons qu'une fois ou l'autre avaient tirés sur la place d'Armes de Bière. Et puis, grâce aussi à la bienveillance et à l'ouverture d'esprit d'un grand nombre de personnes, on a pu transformer ce bâtiment qui est un bâtiment gris-vert en un bâtiment vert tout court en le transformant en centre nature de la région. Alors ça nous a mis, le projet lui-même a débuté, l'idée on y pense depuis 25 ans, mais le projet a débuté il y a 8 ans environ, où on a pu constituer la fondation, chercher les sous, quand même passablement d'argent, Combien? 12,5 millions 12,5 millions. qu'on a dû trouver, essentiellement des fonds privés, mais également les communes nous ont aidés, le canton nous a aidés également sous la forme de prêts, et puis toutes sortes de fondations qui nous ont aidés très généreusement, plus encore quelques prêts que nous avons dû faire pour arriver à mener à bien ce projet qui, sur la partie travaux, a commencé il y a 5 ans et a été ouvert au public depuis la semaine dernière. Vous avez 3 partenaires, je crois, pouvez-nous les citer? Alors 3 partenaires, l'Université de Lausanne, la HESSO de Genève, donc une école d'université appliquée, de recherche appliquée, avec en élément phare EPIA, l'école d'ingénieurs de Genève. Et puis l'association Truite-Léman, petite association qui était issue d'amis de la nature, de pêcheurs, etc., qui a travaillé historiquement au début sur le boiron de Morges et qui était à la base en fait des recherches qu'on faisait. Alors avec ça, ce sont les 3 partenaires de base. Mais à part ça, on a beaucoup déjà d'autres universités ou d'autres hautes écoles qui travaillent actuellement avec nous. On travaille avec une dizaine de hautes écoles de Suisse et à l'étranger également, notamment avec l'Université de Berne, avec laquelle on a maintenant une étude, un doctorat extrêmement intéressant sur des maladies de poissons qui se développent en lien avec le réchauffement climatique, un projet financé par la Confédération. Et on a beaucoup de recherches dans ce domaine avec plein d'institutions différentes et on se réjouit dans le bâtiment aussi qui est derrière nous, on appelle le bâtiment annexe, qui va permettre d'accueillir des scientifiques qui vont pouvoir rester là le temps de leur recherche. On a la saugrenue idée d'étudier des animaux qui se reproduisent quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait nuit. Donc c'est agréable de pouvoir se reposer quelques heures ici entre 2 échantillonnages. On va avoir aussi un appartement pour un intendant, un pêcheur professionnel qui va venir travailler ici, et également des locaux pour des start-up. Ce sont de jeunes entreprises, de jeunes
anciens étudiants qui sortent d'une haute école avec une idée brillante, un brevet en poche, mais pas d'argent pour réaliser ça. Donc en collaboration avec le développement économique du canton de Vaud, on va offrir la possibilité à ces jeunes de venir développer leur idée 1 à 2 ans sur place pour essayer ensuite de voler de leurs propres ailes. Mais ce lieu s'appelle la Maison de la Rivière. Pourtant, à l'intérieur, aucune rivière ne coule. Alors il n'y a pas de rivière qui coule parce qu'on la cache et c'est notre joyau final qu'on va présenter. On a en fait détourné une partie du Boiron qui va arriver à la Maison de la Rivière. La première question, c'est de savoir comment on allait faire ce canal pour permettre à l'eau d'arriver sur place. Est-ce qu'on allait faire un canal en béton? Est-ce qu'on allait faire un canal absolument naturel, etc. Donc toutes sortes de façons différentes possibles de faire des canaux. Et finalement, on s'est dit que c'était simple, on allait faire toutes les façons qui étaient possibles de le faire pour permettre aux futurs ingénieurs, aux futurs gens qui vont travailler sur ce sujet-là, de venir, et sur 200 mètres de long à peu près, ils vont avoir toutes sortes d'exemples, 17 exemples différents de construction de canaux possibles, et ainsi de choisir en fonction du contexte dans lequel ils vont travailler la meilleure solution entre des aménagements très naturels ou plus techniques. Donc une comparaison pour eux sera possible sur le terrain. Et cette eau ensuite arrive dans un canal expérimental où il y a toutes sortes d'expériences qui peuvent être mises en place. Déjà aujourd'hui, l'Université de Lausanne occupe un espace pour faire des expériences sur différents invertébrés. Et puis ensuite, ce canal longe la Maison de la Rivière et on va pouvoir descendre en sous-sol et puis observer une coupe en fait de la rivière où là, on va enfin pouvoir observer les différentes espèces de poissons qu'on trouve dans la région. Donc avec la Maison de la Rivière, les scientifiques sont bien lotis. Et le grand public, je crois le grand public peut même admirer des poissons à l'extérieur. Exactement. Donc là aussi, on a eu la volonté de présenter, d'avoir un projet qui soit un projet de recherche pour les scientifiques, mais, et c'est essentiel, également pour le grand public, afin que le plus grand nombre de personnes puissent comprendre à quel point la nature est belle, mais à quel point aussi elle est fragile et qu'il faut la préserver. Donc c'est pour ça que c'est une interface aussi entre public et scientifique. On a un laboratoire, mais ce laboratoire est vitré pour permettre aux gens qui visitent le lieu d'observer les scientifiques au travail aussi. Il y a des petites fiches qui expliquent que monsieur machin est en train de faire ceci, madame truc fait cette expérience-là, etc. Et puis de côtoyer ces scientifiques et de montrer qu'ils ne sont pas dans leur tour d'ivoire, mais qu'ils font des choses très pratiques, très concrètes, souvent de biologie appliquée, justement pour trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui, afin que demain soit le plus rayonnant possible. Et justement, il y a des scientifiques qui travaillent activement ici. Quelle est l'évolution prévue pour cette Maison de la Rivière ? Alors on a actuellement déjà aujourd'hui quelques scientifiques qui travaillent ici, mais on a notre, si j'ose dire, notre carnet de commandes est plein, puisqu'on a déjà toutes sortes d'expériences et d'étudiants, bachelor, master, doctorants, qui vont venir se succéder dès les prochains mois ici. Certains pour quelques semaines, d'autres pour quelques mois, d'autres pour quelques années pour les doctorants. Et on a vraiment des recherches dans toutes sortes de domaines différents. Et au niveau du musée, y a-t-il une évolution prévue ? Alors, on vient d'ouvrir cette expo permanente. Donc, c'est une expo permanente, mais qui va durer quelques années seulement. Mais on va présenter déjà beaucoup de choses. Donc, on va déjà vivre avec ce qu'on a. L'année prochaine, on a prévu d'ouvrir un espace d'exposition à l'extérieur aussi. On montre déjà beaucoup de choses, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas encore pu dire et Comme présenter. quoi, monsieur Rubin ? On s'intéresse par exemple à une thématique qui nous intéresse, c'est les questions par exemple de force, de la question de l'hydroélectricité. Par exemple, comment est-ce qu'on peut produire de l'énergie à partir de l'eau, en faisant avec des turbines et des choses comme ça. Alors on peut évidemment le montrer avec des formules mathématiques compliquées et puis des panneaux difficilement compréhensibles. Là, ce qu'on veut faire, c'est un jeu à l'extérieur qui va permettre aux enfants et aux adultes de manipuler de l'eau et d'ainsi produire
de l'électricité avec l'eau qu'ils vont mettre à certains endroits. Alors c'est pour ça qu'on le fait à l'extérieur, parce que c'est un peu moins dramatique si on renverse de l'eau que sur un parquet. Mais au-delà de ça, on va expliquer que voilà, d'installer à partir de ce jeu, l'idée, le message qu'on veut faire, c'est que d'installer une turbine dans une rivière, eh ben, c'est pas sans conséquence. Parce que ça va modifier le débit, ça va modifier les lignes d'eau, ça va modifier la possibilité qu'ont les poissons, par exemple, de migrer d'un point à un autre. Et là, ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais on va également proposer des solutions, montrer qu'il y a des solutions qui sont possibles. Donc c'est toujours le même principe, c'est à partir d'un jeu, à partir d'une expérience que le public peut faire, on va se poser des questions un peu plus générales et montrer qu'il y a des problèmes, mais aussi proposer des solutions. Finalement, être accessible pour transmettre une information. On a vu beaucoup d'enfants tout à l'heure, des écoles viennent. Quel est votre but ? Quelle prise de conscience espérez-vous ? Le but à terme, moi j'ai eu la chance, disons, d'observer cette nature qu'on admire et qui est une passion. Et c'est d'espérer que peut-être au travers de notre travail, au travers de la prise de conscience qu'ont les gens, au travers maintenant de solutions qui peuvent être proposées, qui nous n'obligent pas de revenir à l'âge de pierre ou du bronze comme étaient les lacustres dont on a parlé tout à l'heure, mais qui vont nous permettre, disons, de continuer à vivre en harmonie avec la nature. Et puis si au travers de ce qu'on présente ici et des solutions qu'on propose, certains ont l'idée de les appliquer, on n'aura pas perdu notre temps. Monsieur Rubin, vous êtes un homme passionné. Vous avez longtemps été à bord du Forel. C'est quand même un changement radical de vie d'être maintenant présent ici à la Maison de la Rivière. Oui et non. J'ai eu la chance effectivement de faire beaucoup de recherches moi-même. Et puis maintenant, je les fais un peu par procuration avec les étudiants qu'on accueille maintenant qui sont à leur tour passionnés. Et puis qu'on accueille et auxquels on essaye de donner leur chance, comme Jacques Picard m'a donné la mienne. Quel est le message que vous désirez transmettre aux scientifiques ? Aux scientifiques, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que beaucoup d'entre eux travaillent dans un domaine particulier, dans un petit domaine dans lequel ils travaillent. Beaucoup de scientifiques savent tout sur rien, c'est-à-dire sur quelque chose de tout petit, et que peut-être ça vaut la peine d'ouvrir les yeux, de s'intéresser aux autres acteurs du milieu ou d'autres gens qui sont là, parce que si on veut trouver des solutions, on ne trouvera jamais une solution singulière, ça sera toujours une solution plurielle pour laquelle il faudra que le maximum de gens et d'acteurs prennent conscience et adhèrent à ce projet-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire maintenant avec ces approches pluridisciplinaires, d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut absolument s'intéresser à toutes sortes de choses et qu'on ne peut pas faire l'impasse. Par exemple, si on s'intéresse à la nature, pas faire l'impasse sur la culture, et qu'il faut vraiment travailler à la fois dans le domaine social, dans le domaine environnemental et dans le domaine économique et de faire du vrai développement durable. Et aux futurs visiteurs, que désirez-vous leur dire ? Je désire leur dire qu'ils sont les bienvenus, qu'on espère qu'on en aura le plus grand nombre possible, qu'on croit qu'on a mis en place des choses favorables pour tout le monde. Tout le monde devrait y trouver son intérêt. On a une exposition de base, mais qui est à multiples langages. Donc je crois que tout le monde peut comprendre ce qu'on veut dire. Tout le monde peut essayer de retenir ce qu'il a envie de retenir finalement et de passer un bon moment dans la nature à la Maison de la Rivière. Monsieur Rubin, est-ce que vous désirez ajouter quelque chose ? Je crois que c'était bien et c'était un plaisir de vous rencontrer. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et à bientôt.